Bien, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, j'ai bientôt plus rien à dire puisque tout a été dit. Mais on va peut-être redéfinir un peu ce qu'est l'ego, parce que c'est quelque chose d'important. Et en effet, j'appelle l'ego souvent le mental, le petit vélo. Puis les Québécois, ils ont une belle expression, ils appellent ça le hamster. On voit bien la petite bête qui tourne dans sa roue, dans notre cerveau. Alors cet ego, et là je vous demande d'accepter la définition, parce que si on va dans le dictionnaire, vous allez voir plein de définitions par rapport au mot mental, par rapport au mot ego. Et là je vous demande simplement d'accepter cette définition. L'ego, il y a 3 grandes caractéristiques. Première caractéristique, il nous coupe du moment présent. Et quand il nous coupe du moment présent, il nous met soit dans le futur, ça s'appelle appréhension, peur, anxiété, angoisse, phobie, perte de confiance en soi. Une petite question, quand on est dans tout cela, on est tendu ou détendu? Tendu. Ça, c'est notre corps qui est notre meilleur ami et non pas notre pire ennemi, qui vient simplement nous dire « Eh oh, attention, tu es dans le futur ». Quand il ne nous coupe pas du moment présent, quand il ne nous met pas dans le futur, il nous met dans le passé. Et ça s'appelle remords, culpabilité, regret. Tension ou détente? Tension. Donc, en nous coupant du moment présent, il nous met soit dans le futur, soit dans le passé, et on ressent une tension. Et notre corps nous le dit immédiatement, il ne met pas 3 heures pour nous le dire. C'est immédiat. Deuxième grande caractéristique de l'ego ou du mental, c'est celui qui va nous couper de nos 3 émotions. Je n'ai pas dit 5, j'ai bien dit 3 émotions de base, de tristesse, de colère, mais aussi de notre joie. Si j'ai envie de crier et que je ne crie pas, tension, détente. Si j'ai envie de pleurer et que je ne pleure pas, et si j'ai envie de rire et que je ne ris pas, aussi une tension. Donc, de nouveau, apparition du mental, tension. Troisième grande caractéristique du mental et de l'ego, c'est celui qui nous coupe de la personne que nous sommes. C'est-à-dire de notre savoir inné, de notre enthousiasme, de notre spontanéité, mais aussi de ce que moi j'appelle le noyau fondamental, mais qu'on pourrait appeler l'âme, en d'autres termes, et ça ne me dérange absolument pas. Cette partie de nous qui est jointe au tout, et qui fait qu'on est aussi le tout. Si mon intuition me dit de partir à droite et que je vais à gauche, tension, détente. Tension à nous. Donc, la principale, si vous voulez, chaque fois qu'on est tendu, ça veut dire qu'on a notre mental qui est présent. Ça vous donne une idée du défi qu'on a à faire. Parce qu'on est relativement souvent tendu. On est d'accord? L'autre chose, l'autre caractéristique du mental, c'est un peu cette prison dans laquelle on s'enferme. Une prison sans mur qui va nous faire juger les autres, nous juger nous-mêmes. Je suis pas bon, je suis mauvais, ou alors je suis supérieur aux autres, ou alors je suis nul, je suis zéro. Donc c'est celui qui critique, c'est celui qui est tout le temps en train de venir nous rabaisser, de nous dire qu'on est bien moins bon que les autres, et que finalement on est des tout petits êtres bien formaté. Alors ce mental, est-ce que d'après vous, dès la naissance, on l'a? Non. Non. J'ai une réponse ferme et définitive. Non, eh bien, vous avez raison. Un enfant qui naît, il ne sait pas ce que c'est que le futur, il ne sait pas ce que c'est que le passé, en tout cas consciemment. Il est complètement en train de vivre ses émotions, on est d'accord? Qu'il est dans le moment présent, et quand il est triste, il crie, puis ça dure 2 minutes, puis il passe après immédiatement à une autre émotion qui est la tristesse, puis il va passer après à la joie, à rire et tout. Ça, du reste, pour les adultes, on est un peu décontenancés, on se dit, là, il va pleurer pendant 3 heures, puis non, 3 minutes après, c'est fini. Et il vit dans ce moment présent, et on note aussi qu'un enfant, il a excessivement de choses en lui qu'il va exploiter pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, etc. Le problème, c'est que l'éducation intervient. Et l'éducation, qu'est-ce qu'elle va dire? L'enfant dit, je veux une glace. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah non, pas maintenant, tu l'auras demain si tu es sage. Il commence à comprendre ce que c'est que le passé, ce que c'est que le futur. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais enfin c'est une réalité. Et puis il va surtout pomper toutes les
tout ce que les adultes vont lui passer, les peurs notamment, hein, l'enfant qui s'approche du bord de la table, fait attention, fais attention, et hop, il commence à comprendre ce que c'est que les peurs, les culpabilités aussi, tu n'aurais pas dû faire ceci, etc. Et puis, par rapport aux émotions, eh bien, le mental va être créé petit à petit, parce que qu'est-ce qu'on apprend? Enfin, moi, ma génération, on disait que les hommes, franchement, ça ne pleure pas. Il faut être un peu... c'est un peu homosexuel si tu pleures. Et puis les filles qui crient, ouh, que c'est vilain, les petites filles qui crient, etc. Et donc, petit à petit, eh bien, on apprend aussi à, j'allais dire, faire en sorte que les émotions ne soient pas trop fortes, pas trop grandes, et puis que certaines soient positives, et que d'autres soient négatives. Alors, dans les négatives, il y a évidemment la colère, vous êtes d'accord? Eh bien, moi, pas du tout. C'est une émotion, c'est tout. Jusque-là, il n'y a rien de mal à être en colère. Colère, je suis triste, est-ce que c'est mauvais comme émotion? Non. Et la joie, c'est très bon. Moi, je viens d'une ville, Genève, où on a un peu l'impression, quand on rit trop, que c'est pas bon. Il faut faire des grimaces. On a, oui, je suis content. Et c'est vrai que, eh bien, on a tous un peu l'habitude à un peu réfréner. C'est tout de même pas trop bien d'être un peu trop des gens du Sud, comme on dit. Hein. C'est des gens qui explosent, etc. Donc, petit à petit, ce mental se construit dans notre vie et puis prend de plus en plus de place. Et je vous rappelle que sa présence dans notre corps se symbolise simplement par une chose, qui est tension. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une tension qui perdure? Physiquement parlant, et ça c'est la médecine classique l'a parfaitement décrit, eh bien, une tension qui reste longtemps, elle va créer petit à petit une fatigue, on va se lever fatigué, on va avoir peut-être de la peine à s'endormir, du reste la médecine appelle ça le fait qu'en fait le mental tourne bien, et donc après on peut se réveiller au milieu de la nuit. On peut aussi devenir plus irritable, plus vulnérable. Et puis, quand ça continue comme cela, eh bien, petit à petit, et c'est important de le souligner, nos défenses immunitaires, donc les globules blancs et tout ça qui sont là, qui sont parfaitement actifs, eh bien, sont toujours présents en nombre, mais par contre, leur efficacité, ce système va devenir beaucoup moins efficace parce qu'en fait, il y a un autre système qui bouffe beaucoup d'énergie et qui ne permet pas à système immunitaire d'être correctement, et de travailler correctement. Vous me suivez jusque-là? Si ce n'est pas clair, vous levez la main, vous dites vous répétez, vous éclaircissez. D'accord? Donc, quand on a un système immunitaire qui devient déficient, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le virus qui est là, avec lequel on vit relativement bien en harmonie, qui peut nous rendre malades, puis on va développer une grippe ou d'autres maladies virales, mais pareil pour les bactéries, pareil aussi pour les cellules à potentiel cancérigène, puisque ces cellules, on en fabrique tous les jours, mais notre système immunitaire nettoie notre corps de façon régulière, et du même coup, on passe notre vie à être très bien, sauf si on a commencé à être très tendu, et à ce moment-là, ces tensions peuvent faire qu'on tombe malade. Donc, vous vous rendez compte que c'est important de voir que lorsque ce système est en bas, ben, il va falloir pouvoir essayer de le récupérer. C'est ce dont on va parler. Alors l'ego, donc, c'est vraiment tout ça. Donc vous avez compris que c'est pour moi, et dans cette approche-là, l'ego n'a strictement rien de positif. Donc on ne le confond pas avec le cerveau. Le cerveau, c'est un appendice que l'on a. Je n'ai pas dit que c'était l'appendice principal que nous avions. Hein. Mais c'est un appendice que nous avons qui est au-dessus de notre corps, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet non seulement de réfléchir, mais d'avoir une mémoire, qui nous permet aussi de discuter, d'échanger. On va faire la différence. J'ai envie de partir à Honolulu en vacances, et donc je planifie l'avion, quel horaire, le budget et tout. Attention, détente.
détente, tension. Intéressant, déjà, tension. Tension, ça veut dire qu'il y a votre mental qui est présent, qui est soit en train de dire ah, et si l'avion tombe, et si j'ai pas l'argent, et si ma grand-mère décède avant, et si, ou là, le petit vélo, il est déjà revenu et tout. Vous voyez qu'on passe très vite, en fait, de système de détente, utilisation de notre cerveau, simple, planification, projet, à peur, angoisse, et là, tension immédiate. Donc, plutôt que de perdre notre temps à discuter pendant des heures pour savoir si c'est notre mental ou notre cerveau qui est aux commandes, moi je vous recommande une chose, c'est simplement de poser une attention à vous en disant est-ce que je suis tendu ou détendu? Et vous verrez que vous aurez tout de suite la réponse. Encore faut-il se poser cette question. Parce qu'on est tous très doués pour voir que les autres sont tendus. Par contre, soi-même, on passe un peu à côté de la question. Ça vous prend 0 seconde et 0 énergie, vous êtes d'accord pour voir que votre conjoint ou votre conjointe est tendu. Combien de fois se pose-t-on la question pour nous-mêmes? Je vous laisse répondre. Enfin, je connais vaguement la réponse. D'accord? Donc, souvenons-nous que cet ego, c'est l'ennemi numéro 1 et qu'il ne faut pas le confondre avec le cerveau. Alors maintenant, essayons de voir comment ce mental fonctionne. Parce qu'il faut le connaître, son ennemi, pour pouvoir essayer de vivre avec ou se battre contre, on verra. Alors d'abord, si je vous dis que pensez à quelque chose de désagréable, voilà, on est tous en train de penser à quelque chose de désagréable, vous sentez que vous êtes un peu tendu tout de même, et je vous dis, n'y pensez plus, c'est fini. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Ne pensez pas à l'éléphant blanc, ne pensez pas à l'éléphant blanc, ne pensez pas à l'éléphant blanc, tout le monde pense à l'éléphant blanc. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant de connaître, parce que Dieu sait si on a des bons amis, des gens qui nous aiment bien, et nous-mêmes qui nous disons j'y pense plus, ça, j'y pense plus, c'est bon. Soyons positifs. Soyons, allez, la vie est positive, j'y pense plus à tout ça. Ben, sachez que ça ne marche pas. Vous allez être plus tendu presque après avoir vous êtes dit ces choses-là. Le fameux lâcher prise, je ne parle pas du vrai lâcher prise, mais de la phrase, mais lâche prise, fous-toi de ça, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Vous allez penser 4 fois plus. Donc souvent, on ne peut pas chasser notre mental avec notre mental. Il y a une autre façon de faire avec notre mental, qui est très à la mode dans, j'allais dire, le marché du développement personnel, c'est d'utiliser notre mental pour pas qu'il nous utilise. Alors, par exemple, je pourrais vous demander de fermer les yeux, d'imaginer que vous êtes sur une plage avec des palmiers, du sable fin, et puis l'homme de votre vie ou la femme de votre vie sort de l'eau à votre rencontre. Alors pendant que vous faites cette vision-là, est-ce que vous êtes dans le moment présent? Pas du tout. Parce que dès que vous ouvrez les yeux, manque de peau, vous ouvrez les yeux, il y a du feu en face de vous qui n'est pas tout à fait la personne. Donc, souvenons-nous qu'on n'est pas dans le moment présent. Déjà, numéro 1. Ça peut calmer, en effet, un peu, si on est vraiment dans des états de grande panique, mais ce sont des techniques dites de maîtrise du mental, donc on utilise notre mental pour pas qu'il nous utilise. Et l'autre point, et là je suis très sérieux, qui est dangereux à mes yeux, et je pèse mes mots, dangereux, c'est qu'on ne va surtout pas aller aux émotions. Ben oui, on va mettre des couches et des couches de sable blanc avec je ne sais pas qui sort de l'eau, mais on ne va surtout pas aller, et c'est le danger de pas mal de ces techniques qu'on utilise dans les... Alors il y a la sophrologie, je vais me faire tuer par les sophrologues, il y a aussi toutes les méditations avec visualisation, je dis bien avec visualisation, qui sont des choses qui, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais elles sont potentiellement, si on utilise trop, eh bien quelque chose, ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne va surtout pas aller aux émotions qui sont éventuellement bloquées. La technique que je conseille, c'est, et c'est le premier pilier de la méthode Hodge, à l'envers de l'ego, ça va être essayer de revenir dans le moment présent,
en portant notre attention à notre corps physique, en portant notre attention à notre corps sensoriel. C'est la base de toutes les méditations depuis des centaines et des milliers d'années. C'est dans le mindfulness, etc. Donc ça n'a rien d'original. C'est facile à faire. Moi j'aime bien. Alors l'idée c'est pas de se scotcher au plafond en train de se dire voilà, je suis dans le moment présent, etc. Parce qu'on ne peut pas le faire au boulot, on ne peut pas le faire chez soi, etc. J'ai rien contre les gens qui se scotchent au plafond, mais c'est difficile quand on est en train de travailler dans la vie active d'arriver à le faire. Par contre, on peut tous essayer de bouger les orteils. C'est simplement ça, bouger les orteils, inspirer, expirer, sans forcer, simplement revenir ici, dans ce moment présent. Est-ce que, en revenant dans le moment présent, chose facile à faire, est-ce qu'on va mieux? Alors on est moins dans les peurs, les angoisses, les appréhensions, on est moins dans les culpabilités, on est d'accord? Par contre, est-ce que être dans le moment présent est forcément toujours quelque chose de génial? Ah non, pourtant, oui, ben c'est ce qu'on essaye un peu de nous vendre actuellement aussi. Il suffit d'être dans le moment présent et c'est bien. Ben non, c'est une approche, c'est déjà important, bien entendu, parce que dans ce moment présent, on a toutes nos potentialités, on a tous nos possibles, mais on n'est pas forcément bien parce qu'il y a ces fichues émotions qui sont là. Je dis fichues parce qu'elles sont mal vues dans la société, un peu partout. Alors revenons dans le moment présent, en effet, on va se retrouver nez à nez avec nos émotions. Et c'est déjà quelque chose de bien, ce dont on vient de parler, parce que en étant dans le moment présent, on se débarrasse de nos peurs, on se débarrasse de nos culpabilités, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut détendre aussi. D'accord? Pourquoi on a de la peine à y rester dans ce moment présent? Je viens d'y répondre tout à l'heure, c'est parce qu'on a nos émotions. Nos émotions de joie, nos émotions de tristesse, mais aussi nos émotions de colère, pardon. Et qu'est-ce qu'on nous a appris à faire? C'est de surtout pas les vivre. Donc de les bloquer. Quand on bloque ces émotions, comme on a vu, on est tendu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même mental qui vient bloquer nos émotions et qui, lui, alors reprenant le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer immédiatement dans le futur. Peur, angoisse et tout. On va rééteindre notre mental pour revenir dans le moment présent. On va pas y rester plus que 10 secondes. On va dire ça marche pas votre truc. Ben oui, parce que dans ce moment présent, il y a des émotions qu'on ne se permet pas de vivre ou qu'on ne se permet absolument pas de reconnaître d'abord. Alors, le mental, vous vous souvenez, deuxième caractéristique, qui nous coupe de la reconnaissance de nos émotions, du ressenti de nos émotions de joie, de tristesse et de colère, mais aussi de l'expression. Alors vous me direz, est-ce que c'est facile de reconnaître qu'on a une émotion? Oui ou non? Ben pas si facile. Je prends un exemple. Je vais tous les jours à l'hôpital pour voir ma mère qui souffre d'une maladie importante. Je me déplace, je vais là-bas. Qu'est-ce que je peux ressentir? Inquiétude. Alors ça, on élimine tout de suite, puisqu'on sait que ce n'est pas une émotion, c'est le petit vélo qui vous emmène dans le futur. On bouge les orteils, on inspire, on expire, boum, on est là. Tristesse, elle n'est pas encore morte. Enfin, vous le souhaitez peut-être, mais bon. La joie, ouais. C'est marrant parce que j'ai pas entendu l'autre émotion, la colère. Alors la colère, vous avez vu, est-ce que j'ai le droit d'être en colère contre ma mère, qui est malade, et qui est à l'hôpital? Tout de suite, le mental vient dire, t'as pas le droit. C'est totalement un fils ignoble, et tout. Alors, le mot colère vous dérange? Oui. Il y a beaucoup de gens que ça peut déranger, parce qu'on a souvent vu, on confond souvent le mot colère avec, quelque part, la rage. Alors on va mettre tout de suite les choses au centre. Une personne qui est en rage, en fait, c'est quelqu'un qui contrôle sa colère, qui ne l'exprime pas, qui la bloque avec son mental, qui bloque, jusqu'au moment donné où elle ne peut plus bloquer, et elle explose, et ça s'appelle une crise de rage. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle culpabilise, donc vous avez vu le voyage à travers le mental, culpabilise, j'aurais pas dû, elle va s'excuser d'avoir été en colère, ce qui est le pompon de l'irrespect de soi-même.
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contrôler encore un peu plus jusqu'à la prochaine crise de rage. Et le problème, c'est que ces gens-là, on les appelle des colériques. Et en fait, en français, on devrait dire des ragiques, sauf que ça n'existe pas. Et alors, vous avez plein de gens qui disent, bon, j'étais colérique quand j'étais enfant, ça veut dire qu'ils vivaient leur colère. Ils ont appris à surtout plus vivre leur colère. Donc le mot colère, il est très souvent assimilé à ce mot rage, et donc à ces gens qui explosent, ce qui est absolument pas du tout à faire, qui explosent, qui s'appelle jusqu'à mort d'homme, une crise de rage. Donc quand on parle de colère, on ne parle pas de rage. Hein. Il faut bien faire cette disparité. Mais souvent, des gens qui ont vécu dans des familles où le père ou la mère piquaient des crises de rage, eh bien, confondent cela, de même que, par exemple, d'autres personnes qui ont vécu avec des gens dépressifs vont vous dire oh, « Moi, la tristesse, je ne veux surtout pas en entendre parler, je ne suis pas triste. » Parce qu'ils ont vu pendant toute leur enfance, leur mère ou leur père ou d'autres personnes pleurer toute la journée, ils disent « Moi, la tristesse, c'est totalement exclu. » Donc, souvenons-nous que le mot colère peut déranger. Alors, prenons d'autres mots. Ça m'énerve, ça m'irrite, ça me contrarie. Il y a un mot très très vulgaire, ça me fait chier. Ben, je me souviens d'une salle un peu comme ça où j'avais dit est-ce que vous êtes en colère? Il y avait, je crois, 10 mains qui s'étaient levées à la main. J'ai dit est-ce que ça vous fait chier? Là, il y a 250 personnes qui avaient la main. Donc voilà, c'est la même chose. Hein. Et regardez que donc la colère, c'est peut-être un mot un peu plus. Mais c'est une émotion qui est naturelle ou pas? Comme la tristesse, comme la joie le sont. Donc il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise, il y a des émotions, point. Ça fait partie de la nature humaine. Et ces émotions, par contre, ce qui est négatif et mauvais et dangereux, potentiellement dangereux, c'est de les bloquer avec notre mental. On est d'accord? Donc souvenez-vous que si vous passez une journée sans émotion, posez-vous la question de savoir si vous êtes d'abord vivant. Parce que là, franchement, il faut vous pincer en disant est-ce que je ne suis pas devenu un robot? Et donc, c'est que quelque part, votre mental, lui, tient le haut du pavé et dirige votre vie pendant la journée. Vous me suivez? On continue? Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Souvenez-vous, bloquer une émotion, ça veut dire tension. Si on veut créer une détente, il va falloir qu'on fasse quoi? Il va falloir les reconnaître, on a vu que c'était pas aussi simple que ça. Et puis après, il va falloir les ressentir pour pouvoir après les vivre. Les vivre, ça veut dire les exprimer. Là, on va revenir très rapidement tout à l'heure. Et ça veut dire quoi, ressentir une émotion? Ça veut dire la ressentir, c'est pas simplement dire tiens, je sais que je suis triste, ok, j'ai reconnu ça, je vais me prendre des oignons, puis je me mets des oignons devant les yeux, voilà, j'ai des larmes qui coulent, c'est bien, j'ai exprimé ma tristesse. Ou pour la colère, il y avait des stages comme ça, où on disait allez, on crie tous ensemble, ouah, et tout, et puis les gens ressortent avec la voix cassée, ou ont bien rigolé, mais c'est pas ça, c'est vraiment prendre la chose qui nous rend triste ou la chose qui nous rend en colère ou qui nous rend en joie aussi, et de rentrer dedans, dans la scène, et de vivre cette scène jusqu'au moment le plus douloureux, en fait, où on a bloqué. Évidemment, ça peut passer sur des choses, des événements qui datent d'il y a très longtemps et tout. Afin de le ressentir, c'est très physique, c'est une espèce de boule qu'on ressent entre le bas-ventre et la gorge. Tant que vous ne ressentez pas ça, franchement, je vous décourage d'aller crier ou de pleurer, parce que ça ne va pas vous amener à grand-chose. Et ça veut dire quoi? Que pour faire ça, il va falloir éteindre ce foutu mental qui, vous pensez bien, va revenir en disant « t'as l'air ridicule, ça sert à quoi? Façon de passer le passé, pardonne, va de l'avant, sois dans l'amour, scotch au plafond », bref, tous les trucs qu'on a tendance à se répéter d'une façon géniale pour surtout pas aller exprimer ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, et je dis bien c'est physique, c'est quelque chose qu'on entend, notre corps étant notre meilleur ami. Je répète ça tout le temps, et notre pire ennemi. Cette tension, elle vient nous simplement de dire, ok, il y a une colère bloquée ou une tristesse bloquée. Il va falloir exprimer. Alors exprimer, là il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expression ne se fait pas devant les autres
ni sur les autres, ni à l'encontre des autres. Ça se fait pour soi, pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien. Je répète, pour se faire à soi-même du bien. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous avez envie de pleurer, de téléphoner à tous vos amis et tout le monde en disant « Je vous donne rendez-vous sur telle place à 16h parce que je vais pleurer ». Non, ben c'est la même chose pour la colère, notamment. Et beaucoup de gens en colère disent « Non, mais moi, tant que je n'ai pas dit à l'autre, ça ne va pas ». C'est faux parce que, l'autre, quand vous arrivez vers lui, il se bloque, il se mure, il se retranche, il se protège, donc il ne vous écoute pas, ce qui vous énerve généralement beaucoup plus. Ou bien alors, et la chose la pire, c'est que vous allez demander à l'autre le droit d'exister, ce qui est tout de même le pire de l'irrespect de soi-même. Vous êtes d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même et à sa façon. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est une question d'adulte. Comment est-ce qu'on fait quand on a envie de rire? Bon, on rit. Et comment est-ce qu'on fait quand on est triste? On pleure. C'est difficile. Mais, vient dire le mental, attention, ne le fais pas, les voisins vont t'entendre, quelle horreur, puis sois pas trop heureux, parce que Dieu sait, tu vas créer des jaloux, etc., etc. Pour la colère, vous imaginez bien que là, le mental va se déchaîner. Les voisins, qu'est-ce que je vais crier? Alors, crier, hein, c'est ça, hein, exprimer une émotion. Crier, taper en criant, mais c'est bouche ouverte. Ça se fait bouche ouverte et non pas simplement en tapant comme ça. N'oubliez pas que, enfin, on vous en a parlé dans la dernière conférence, une émotion, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Cette information, il faut qu'elle recircule. C'est le blocage de cette information qui fait qu'on va être malade, qu'on peut être affaibli et tout. Donc, crier. Alors vous allez me dire, oh, crier où? Moi, j'ai vu au Canada, où je fais des stages, des gens au milieu des grandes forêts canadiennes, Dieu sait si elles sont grandes, ils disaient, oh, j'ose pas crier parce que Dieu sait, je vais déranger les gens. Je dis, à part les ours. Et encore, c'est bien pour nous, parce que comme ça, ils ne nous approcheront pas et tout. Alors, vous pouvez crier dans votre voiture. Ah oui, non, mais tout le monde va me regarder. Non, non, quitte main libre, etc. Vous pouvez crier avec un oreiller devant la bouche, en criant, en tapant sur votre lit. Vous pouvez... Bref, il y a plein. On est tous très ingénieux pour savoir le faire. Le plus difficile, c'est pas de crier, c'est d'éteindre le mental qui, lui, va revenir, vous l'avez bien compris, à toutes les sauces, en disant ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous me suivez toujours? C'est bien, je n'ai pas encore endormi, c'est super. Alors, le mental, comme on l'a vu, ça c'est le deuxième pilier. Et ça, excusez-moi, la tension, elle va être remplacée par une détente. Et cette détente va être physique. C'est quelque chose de physique que l'on ressent parfaitement bien dans son corps, et non pas une détente de l'esprit. Ben, ça s'accompagne aussi d'une détente de l'esprit, mais c'est vraiment une fatigue. Et ça peut entraîner une fatigue. Dans le sens que, je ne sais pas si certains vont souvent chez un ostéopathe, souvent derrière, on a un peu cette fatigue derrière. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui a été bloquée, qui recircule et qui fait que le corps a besoin de quelques minutes ou quelques heures pour se sentir mieux. Donc ne pas se sentir d'être perdu si jamais vous exprimez une émotion et puis qu'après vous êtes détendu. Troisième caractéristique du mental, on l'a vu, c'est de nous couper de la personne que nous sommes. Donc de notre savoir inné, de notre noyau fondamental. On a appelé cela l'âme aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se couper de la personne géante que nous sommes. Personne n'est surpris quand je dis géant. On est tous des géants. On est tous bourrés de savoir inné. On est tous bourrés de créativité. On a tous de l'enthousiasme. On a tous cette connexion avec le tout. Et on est soi-même le tout. On sait tout ça, intuitivement. Mais la science nous a expliqué le contraire. Vous êtes non, nous sommes tous des cerveaux. Le cerveau produit les émotions. On ne sait pas encore comment vraiment. C'est un dogme matérialiste. Mais on est tout ça. Pour être en connexion avec ça, d'après vous, il faut être dans le moment présent, passer au futur. Complètement présent. C'est la condition sine qua non. Et c'est là où, comme disait M. Bobolin, on peut être accès
au futur, au passé, ou probabilité future, ou probabilité passée, peu importe. L'important, c'est de revenir dans le moment présent. Donc il va falloir éteindre le mental de nouveau, qui est le pilier vraiment fondamental par lequel on doit passer dans cette méthode Hodge. Éteindre le mental pour connecter avec notre intuition, qu'on a tous. Mais, dit le mental, tu me prends pour qui? Mais, ne pense pas tout de même que tu as tout ça en toi. Et oui, il va revenir constamment. Il va falloir continuellement l'éteindre pour essayer. C'est un boulot. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par jour pendant 10 minutes. Il va falloir le faire, comme je disais, tout le temps. On peut tous bouger nos orteils ici, inspirer, expirer. Vous êtes d'accord? Ça ne vous empêche pas de m'écouter, j'espère. Et puis, moi aussi, je les bouge, vous en faites pas. Et ça permet d'être ici, pour être en connexion avec ce qui fait la beauté de l'être humain. Alors après, qu'est-ce qu'on est? Ça, c'est un discours philosophique. Qu'est-ce qu'on est? Un corps humain habité par une âme? Je crois que ça fait à peu près l'unanimité, bien que, pas chez mes confrères. Est-ce qu'on est des purs esprits? Je ne crois pas. Et que le challenge, c'est justement d'essayer de faire en sorte qu'on soit un peu un corps avec une âme et que tout ça s'accorde bien, soit en harmonie. Mais là, je vous laisserai à des grands débats philosophiques où, pendant les questions, vous pourrez me poser les questions si vous voulez. Donc, cette méthode, eh bien, elle est assez simple. Arrêter le mental pour revenir dans le moment présent. Seul moment dans lequel on va pouvoir retrouver nos émotions, qu'ils soient de joie, de tristesse ou de colère. Et puis, dans un troisième temps, parce que si on est bourré de colère, bloqué, on a de la peine à revenir à cette partie noble de nous. Hein, c'est une des choses qui est difficile. Si je vous dis d'avoir des envies, par exemple, si vous avez été viré de votre boulot de façon injuste, ou vous ne comprenez pas, et que vous êtes en colère par rapport à ça, et je vous dis, et quelle est votre envie? Vous allez me dire, alors surtout pas ça. Je dis toujours, si vous allez chez un boulanger en disant, je veux surtout pas un pain au chocolat, surtout pas un croissant, surtout pas un pain au seigle, et tout, il va vous dire, vous voulez quoi? Et ça va être difficile de dire ce que l'on veut, parce qu'on ne va pas être en connexion avec nos envies, donc avec soi-même, donc avec ce qui fait que nous sommes des géants, je le répète, et non pas des Lilliputiens, comme vient nous dire notre mental. C'est une méthode. Si vous croyez à une méthode, je vous plains. L'important, c'est pas la méthode. C'est un outil qui est important, qui peut vous permettre d'aller mieux, d'aller bien mieux dans votre vie, de guérir, et ça va vite. Ça n'est pas 3 heures, 3 ans. Ça va très vite à partir du moment où on remonte aux causes, qui sont toujours des émotions, la plupart du temps, bloquées. Et oui, y compris les accidents, ça j'attends les questions tout à l'heure. Et si on retraite ces causes et leur contenu émotionnel, la plupart du temps, on va aller beaucoup mieux, et bien mieux, et peut même guérir. Mais, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on se donne à soi-même quand on se donne l'autorisation d'éteindre le mental en bougeant les orteils, en inspirant, en expirant, en revenant dans le moment présent? Qu'est-ce qu'on se donne à soi-même? C'est du bien. On se respecte. On porte de l'attention à soi-même. On s'écoute. On se respecte. Et oui, osons le mot. On se donne une petite dose d'amour. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Je vais devenir nombriliste. Parce que là, il ne faut pas que je m'en donne trop. Et puis, quand on se donne le droit, une fois qu'on a éteint le mental, de reconnaître qu'on a une émotion. Qu'est-ce qu'on se donne à soi-même? Encore une petite dose d'amour. Quand on se donne le droit de reconnaître, de ressentir et d'exprimer les émotions que l'on a bloquées avec notre brillantissime mental, on se donne de l'amour. Et on voit bien que le mental, finalement, c'est le non-amour. Eh bien, on va essayer, en allant à l'envers de l'ego, de se donner cet amour. Quand on se donne le droit de suivre nos intuitions plutôt que de
faire fi de nos intuitions afin de suivre le troupeau, on se donne quoi? De l'écoute, du respect, si ces mots-là vous les préférez, mais osons le mot, on se donne une dose d'amour. Et c'est en fait, en allant à l'envers de cet ego, que l'on découvre que l'on a au fond de nous des capacités phénoménales, qu'on a la capacité, en effet, de tomber malade, mais qu'on a aussi la capacité de guérir. Parce que souvenons-nous que nous ne souffrons pas parce que l'autre nous a dit quoi que ce soit, on souffre parce que ce que l'autre nous a dit nous a créé une émotion en nous, qu'on a bloqué cette émotion en nous et que du même coup on tombe malade. Guérir, c'est se dire, ok, je me remets au centre de ma vie, je me donne l'autorisation pour cela d'être dans ce moment présent, de vivre le moment présent, de retrouver mes émotions, ce qui fait finalement toute ma richesse, et aussi de retrouver la personne que je suis. C'est simple, non? Mais tellement difficile à faire. Je vous remercie. Je crois qu'on va passer aux questions, parce que ça fait la richesse d'une conférence s'il y a des questions qui sont posées. Alors, le premier volontaire. La première question étant toujours la plus difficile, je vous propose la deuxième. Alors, celui qui n'a pas de colère. Voilà. Bien, merci pour cette présentation. Voyez-vous, l'émotion, c'est tout de même le facteur très important dans la vie, l'émotion. Et selon vous, est-ce que l'émotion, sous cette émotion, n'y a-t-il pas une énergie sous-jacente? Vous avez terminé votre question. L'émotion, c'est une énergie. C'est de l'information. Hein, si on prend ce qui a été dit lors de la dernière conférence, tout est information. Donc une émotion, c'est forcément de l'énergie. Et à partir du moment où elle est bloquée dans notre corps, parce qu'on la bloque avec notre mental, eh bien ça crée tous ces problèmes dont on a parlé, tension, puis après les problèmes qui peuvent venir de plus en plus importants. Et le but, c'est justement de libérer, de faire recirculer, si vous voulez, l'émotion, donc de la vivre, donc de l'exprimer pleinement, et non pas un petit peu, parce que si on regarde un petit peu, ben, il va y avoir cette énergie, un petit peu d'énergie qui va être libérée, mais l'autre, le reste étant bloqué, ça crée des problèmes. Tout est énergie. Nous sommes de l'énergie. Donc ce que nous avons comme émotion est forcément aussi de l'énergie. J'ai répondu à votre question? À quel moment sait-on que l'on a observé correctement l'émotion? Alors, on n'observe pas l'émotion. On la vit. Il faut bien se différencier des personnes qui font de la méditation, etc. Mais je parle avec visualisation, on voit les choses passer devant nous, l'émotion passe, puis quoi? Elle disparaît? Non. Elle va être utile, cette émotion, parce que c'est l'énergie qui nous permet d'avancer, qui nous permet de progresser, y compris celle de la colère, à la condition qu'on la vive, et non pas simplement qu'on la regarde, ni quand on en parle. Je veux dire, les gens qui disent, non, mais moi j'en ai parlé pendant 10 ans à mon psychiatre, c'est bon. Je sais pourquoi je vais mal, je sais pourquoi ceci, je sais pourquoi je continue à prendre des pilules, mais ça va bien. Eh ben non, c'est pas d'en parler. Vous pouvez écrire un livre sur votre émotion, faire un film sur l'émotion, tant que vous ne serez pas donné l'autorisation de la vivre, eh bien, il restera des tensions en vous, et donc, ça veut dire que vous risquez à ce moment de tomber malade, etc. Donc c'est vraiment vivre, c'est pas simplement en parler. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je vous dis, voilà, je suis très triste parce que ceci m'est arrivé, etc., est-ce que je vais me sentir mieux? Ah oui, un peu. Je peux me sentir un peu soulagé momentanément. Il va falloir que je me donne l'autorisation de pleurer, vraiment, à chaudes larmes, pour retrouver cette état. Souvenez-vous que le point de référence, c'est votre corps. Parlez de votre émotion, puis essayez de noter comment vous sentez. Tendu ou détendu? Vous verrez que vous êtes toujours tendu. Peut-être un peu détendu, mais
encore bien entendu. Si par contre vous vous donnez le droit de vivre cette émotion, eh bien vous verrez qu'il y aura une détente immédiatement derrière. Merci. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que dans soigner la maladie, on ne soigne pas forcément la maladie elle-même, mais souvent la cause. Alors, vous avez introduit la question que je vais vous poser tout simplement. Lorsque la douleur, lorsque, entre guillemets, ce qu'est la maladie ou la souffrance est due à des fractures, des accidents dont on se semble des fois enfin, on n'est pas la cause de l'accident. Quelque chose nous est tombé dessus, on a chuté en montagne, Quelle est l'importance de l'énergie qui crée la maladie, on l'a compris, mais quelle est l'importance de cette énergie qui peut causer un accident et du coup une fracture ou autre? Merci. Alors j'ai un de mes amis qui est un très bon alpiniste et qui s'est fracturé la jambe en sautant par-dessus une crevasse, alors qu'il le faisait régulièrement, enfin une petite, un peu des grandes. Et je lui ai posé la question, ah au fait, pourquoi tu t'es fracturé la jambe? Il m'a détesté, c'est la première chose. Il m'a dit, c'est n'importe quoi ta question, franchement il faut que tu arrêtes. Bon, et puis après un petit moment, ça n'a pas duré longtemps, il me connaît bien, donc il avait dû déjà chercher. Il me dit, bah, c'était exactement un moment où dans ma vie je voulais arrêter. Je voulais arrêter de bosser, enfin il en avait ras-le-bol. C'était une façon, c'était sa compréhension de la chose, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, qui ne voulait plus avancer, en tout cas faire une pause. Et après ça, ben, il a très vite dit, ben, toi au boulot, il y a ça qui se passe, moi j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Il n'avait évidemment rien exprimé, du même coup, ben, il s'est arrêté. Puis son corps lui a donné ce droit-là, ou il s'est donné ce droit-là, mais le corps par opposition au cerveau. Hein. Donc l'être qu'il est, ben, s'est mis en arrêt, puis ça lui a permis de pouvoir nettoyer un peu ce qu'il avait accumulé pendant les mois et les semaines qui étaient auparavant. Comme quand on parle de burn-out, les gens, ils accumulent des petites colères, des grosses colères, et puis des frustrations, alors ils n'appellent pas ça colère, c'est des frustrations, etc. Et puis au bout d'un moment, boum, le corps les met en arrêt. Alors l'idée de la guérison, c'est d'aller chercher les causes qui sont justement de trouver ces frustrations, de pouvoir exprimer cela, et à ce moment-là, la personne peut retourner au travail, je ne dis pas dans les 10 jours qui suivent, mais dans les quelques mois qui suivent, sans aucun médicament, et parfaitement remis sur pied. C'est rien de miraculeux. Rien. C'est vraiment un travail qui est fait, qui est à faire, de se retrouver, de se remettre au centre. Moi, je dis souvent, on a dans notre vie, on a cette façon d'être des personnes fonction. J'ai la fonction de mère ou de père, j'ai la fonction d'enfant, j'ai la fonction de mon métier, j'ai la fonction, enfin bref, on a plein de multiples fonctions, et puis on se perd dans nos fonctions, en oubliant complètement qu'au centre, il y a un être qui est nous-mêmes, qui vivons dans le moment présent, qui avons des émotions, qui sommes bourrés de qualité, et que cet être-là a des fonctions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la plupart du temps, on se perd complètement dans nos fonctions. On devient mère, et puis voilà, pouf. Puis du coup, tout le reste nous perd. Puis du coup, tout le reste va à volo, et soi-même s'oubliant évidemment qu'on ne peut pas être bien, ni physiquement, ni moralement, ni psychiquement, ni tout ce qu'on veut. Alors se remettre au centre de sa vie, ça veut dire quoi? Et c'est là on peut utiliser cette méthode, la méthode Hodge à l'envers de l'ego, c'est-à-dire d'abord être dans le moment présent, puis vivre nos émotions. Pas devant les autres, ça se fait seul, comme j'ai dit, pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien. Ça paraît très simple sur papier. Et c'est hyper difficile. Pourquoi? La simple raison, c'est que le mental vient toujours. L'ego vient ici. En disant, mais ça sert à rien, tu vas pas changer ton conjoint, ta conjointe, tu vas pas y arriver, t'es nul, t'as jamais appris ça, bref, et il nous casse. Et si on regarde bien, on est toujours dans cette tension. Sauf que on a pris l'habitude de vivre avec nos tensions. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire masser, puis personne vous dit, vous êtes détendu, oh, bien. Le premier truc qui s'y pique, dites, pas aussi détendu que je pensais. On pense beaucoup. Comment justement on
Comment? Toll a écrit un livre, Le pouvoir du moment présent. Voilà, où il va justement plus en profondeur, puisque un exemple tout bête, vous montez un escalier, vous devez ressentir dans votre corps voilà, ce que les gens font en ce moment. Et donc c'est encore, on est plus ancré. C'est votre... Pardon, et on est plus ancré encore. Et alors c'est des choses qu'on arrive à faire souvent sur on va dire, c'est un mois, 2 mois, 3 mois, c'est déjà beau. Et en effet, on dégage d'autres énergies, on est plus créatif. Enfin, j'ai vécu un peu cette période-là. Sauf que comment on fait tout pour être dans la constance? Parce que quoi qu'il arrive, on est dans une vie, comme vous dites, c'est simple et compliqué à la fois. Où pas mal de choses nous rattrapent. Et ce qui est dur, c'est la constance en fait. Pour rester dans le moment présent. Oui, alors attendez. Je ne m'appelle pas écartelé, d'accord? J'ai parlé beaucoup d'émotions. Ils n'en parlent jamais, ou pour ainsi dire jamais. Oui, il faut les voir passer. Alors, j'ai dû rater la page. Mais, vraiment. Ou chapitre. Mais ceci étant dit, c'est un très beau bouquin pour signifier que c'est important d'être dans le moment présent. Mais tout à l'heure, si vous m'avez bien entendu, j'ai dit attention, c'est pas parce qu'on est dans le moment présent qu'on est forcément bien. On peut être dans le moment présent en rage, en colère. On peut être dans le moment présent triste. Si on ne se permet pas à ce moment-là de vivre l'émotion, on va revenir à l'exercice de base en disant il faut que je me remette dans le moment présent et tout. Maintenant, si vous imaginez, ça c'est le mental aussi qui va me dire ah, tu veux vivre dans le moment présent. Ben écoute, c'est simple, 24 heures sur 24. Si vous y arrivez, moi je dis à tout le monde, je vous construis un mausolée. Je viendrai me prosterner tous les matins devant vous. Je pense que Dalai Lama viendra, tout le monde viendra, parce que c'est totalement, en tout cas, impossible. Mais par contre, plus souvent vous faites l'exercice de revenir dans le moment présent, plus vite vous vous rendez compte que le mental est là, plus vite vous pouvez le refaire. Et ça demande du travail. Oui, c'est pas, malheureusement, c'est pas acquis. Vous pensez que notre corps de s'habituer à ce travail, et donc ça devient quelque chose d'un peu plus facile. Notre corps, au départ, si vous voulez, notre mental, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu t'en à faire ça, franchement, ça sert à rien, ça marche pas, alors je vais m'y astreindre. Bon, on se fait un peu du bien pendant certains moments. La conscience, elle va être simplement due au fait, non pas de se dire, il faut que je, parce que il faut, je dois, yaka, c'est le mental. Mais j'ai qu'à voir, si vous commencez à dire, il faut que je fasse ce ménage aujourd'hui, vous êtes sûr qu'à la fin de la journée, vous aurez tout fait sauf le ménage. Bien, donc il faut, je dois, yaka, c'est pas bon. Par contre, si vous dites, moi j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'aller bien, je crois que c'est à peu près ce que tout le monde a envie, et non pas il faut. Eh bien, à ce moment-là, il y a un peu plus de conscience, ou en tout cas, pour le faire. Mais, vous pouvez le faire pendant 30 ans, puis un beau jour, bing, vous allez contre le mur. Mais vous verrez beaucoup plus vite que vous êtes tendu, et donc beaucoup plus vite, vous pouvez essayer de recoller. C'est pas magique. C'est difficile de reconnaître qu'on a des émotions, et parce que la colère, notamment, est mal aimée, donc beaucoup de gens vont vous dire, mais moi, je pleure depuis le décès de mon mari. Je ne fais que pleurer. Ça fait 10 ans. Oui, bon. Est-ce que, par contre, vous seriez éventuellement un peu énervé, contrarié ou en colère, vous retrouvez seul, abandonné? Et les gens vous disent, oui, mais je ne peux pas être en colère contre la personne qui est partie. Ben oui, on peut être à la fois éventuellement triste, en colère parce qu'on se retrouve seul et qu'on ne peut pas téléphoner à la personne ou lui parler, et éventuellement être soulagé aussi, et avoir de la joie. Ça va tant mieux parce qu'au moins, j'ai pu aller me trimballer à l'hôpital 3 fois par jour, parler à des toubibs qui ne répondent pas, ou qui ne savent pas, etc., etc. Ce qui est aussi une source éventuellement de contrariété. Je suis là. Est-ce que finalement on ne peut pas considérer le mental comme un challenger dans nos choix de vie et du coup une responsabilisation de nos choix? Non. Je réponds. Vous étiez là au début ou pas? Oui. J'ai dit dans la définition que je vous demande d'accepter, que j'ai posée, c'est-à-dire celui qui nous coupe du moment présent, qui nous coupe de nos émotions, qui nous coupe de la personne que nous sommes,
à ce niveau-là, tel que la définition est posée, le mental n'a strictement rien de positif, ni rien à nous amener. Si on va dans d'autres définitions, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai essayé de clarifier ça d'entrée de jeu, et de ne pas confondre notamment le mental avec d'autres choses. Vous avez par exemple dans le sport, les sportifs de haut niveau, ils vous disent c'est grâce à mon mental fort que j'ai gagné la course. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement dans le moment présent, ils sont complètement en connexion avec leurs ressentis et leurs émotions aussi, mais aussi toutes leurs sensations physiques. C'est comme ça qu'ils gagnent leur course. Alors c'est pour ça que les mots, je les définis d'entrée de jeu. Dans cette définition-là, non, il n'y a rien de positif. Oui, j'avais une question par rapport au fait de revivre d'exprimer les émotions. Lorsque ces émotions ont été enfouies et ça remonte à des années, comment fait-on? On ne peut pas les convoquer, ces émotions Non, on ne peut pas les convoquer, ça c'est vrai. Ceci étant, alors là, mon conseil, c'est de dire, surtout ne faites pas une analyse. On n'est pas dans une démarche analytique. On est dans quelque chose de laisser remonter et vivre l'émotion quand elle se présente. Et ça, c'est une chose importante, et merci de poser cette question, c'est il n'y a aucune émotion qui va remonter pour laquelle on n'est pas prêt d'exprimer. Ce pourquoi on n'est pas prêt d'exprimer ne remontera pas. Donc c'est prendre un peu le quotidien. Je vous rappelle que ces émotions du passé qui n'ont pas été vécues, elles sont toujours dans votre présent, puisqu'elles n'ont pas été vécues. Donc c'est de dire, moi j'accompagne, j'ai dit accompagner, j'ai pas dit traiter, vous avez bien entendu. J'accompagne beaucoup de gens qui souffrent de troubles de stress post-traumatique après des agressions, des viols et d'autres choses. C'est pas leur dire on va remonter dans la scène, on va revivre la scène et puis il faut retrouver la scène. C'est commencer à parler de choses, commencer par les émotions du quotidien, les embouteillages, les choses comme ça, déjà pour essayer de se familiariser avec les émotions. Parce qu'on est souvent, on pense que les émotions c'est mauvais, c'est négatif. Ça c'est le mental, bien entendu, qui le dit. Donc de commencer par celles qui sont là, de les vivre. Et vous verrez que c'est surprenant, parce que vous pouvez vous retrouver dans une colère notamment énorme, par rapport à un truc qui vous paraît à l'analyse un peu ridicule. Il faut voir l'image de la porte qu'on en trouve, et puis derrière vous avez 100 émotions du même type qui vont être évacuées en un coup. Comme ça qu'on peut nettoyer aussi des pans entiers de sa vie et se faire du bien. Parce que s'il fallait reprendre toutes les émotions qu'on n'a pas vécues depuis l'âge de... ça devient fastidieux et compliqué. Donc ça n'est pas une approche analytique, c'est une approche où on laisse remonter les choses, et quand on est prêt, de toute façon, les choses vont remonter, soit à travers un rêve, soit à travers une discussion, tout d'un coup, ouf, quelque chose qui vous rappelle, et puis à ce moment-là, on peut avancer dans ce trajet de guérison. Bonjour. Vous venez de dire que le mental, c'était ce qui nous coupait, mais en même temps, est-ce que lorsque on est vigilant au pied ou à la marche et au mouvement qu'on est en train de faire, pour atteindre l'instant présent, est-ce que c'est pas l'outil du mental aussi qui nous permet de l'atteindre? J'ai pas saisi votre question, excusez-moi. Par rapport au fait d'atteindre ce travail de gymnastique, d'être vigilant à ce qu'on fait dans l'instant pour atteindre l'instant présent, c'est aussi une gymnastique du mental, donc quelque part c'est bien aussi le mental qui nous amène... Dans la définition, excusez-moi, oui j'ai compris, merci. Dans la définition que j'ai donnée, le mental, c'est lui qui nous coupe du moment présent. Ça n'a rien à voir avec notre cerveau, ça n'a rien à voir avec autre chose. Hein. C'est lui qui nous coupe du moment présent. Donc en essayant de marcher, comme vous le dites, de respirer, d'être là, eh bien on éteint le mental dans la définition que je lui ai donnée. C'est pas notre mental qui va nous dire ça, c'est plutôt notre être profond qui va nous dire j'ai envie d'être bien, j'en ai marre d'être tendu, d'être dans le futur ou dans le passé, donc je me donne l'autorisation simplement de revenir là. C'est pas notre mental, ça. C'est peut-être notre cerveau, si vous voulez, mais c'est en tout cas pas le mental tel que je l'ai défini. Et que fait-on de l'émotion dans le moment présent, quand elle vient et qu'on n'est pas tout seul pour pas qu'elle explose à la gueule de l'autre? Ou qu'est-ce qu'on fait de l'émotion de l'autre qui explose à ce moment-là, quand on n'a pas la possibilité d'aller, excuse-moi, attends, je fais pause, je vais aux toilettes, je crie à beaucoup et après je reviens. Alors,
Souvent, on n'a pas l'occasion, en effet, de pouvoir, vous êtes dans un bureau, vous commencez à dire, voilà, et vous hurler sur votre patron ou votre chef, ça, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut un peu se calmer, bouger les orteils, ça va un peu calmer, mais ça va en tout cas pas chasser l'émotion. Et puis, éventuellement, alors vous parlez de toilettes. Moi, j'ai des gens, des patients qui me disent, moi, je vais aux toilettes, et puis je fais, ils crient dans les toilettes, ou bien ils prennent un rouleau de PQ et tapent sur le chose qui les calme un peu un moment, quitte à reprendre après la scène dès qu'ils rentrent chez eux. Alors c'est évident que si vous avez une voiture, c'est faisable. Si maintenant vous prenez le transport public, ça ne l'est pas. Donc il faut trouver, mais on est tous très ingénieux pour retrouver après. L'idée, c'est de dire, est-ce que j'ai envie de me faire du bien? Oui, non. Et puis vous trouverez des façons de faire. Mais c'est vrai que souvent, notamment pour la colère, c'est quelque chose qui est totalement impossible de faire dans l'immédiateté. Alors maintenant, par rapport à l'autre, je vous rappelle que l'autre n'a pas à recevoir votre colère. Vous avez à la vivre, et après, ça n'empêche pas vous d'arriver vers l'autre, et là, vous allez dégager quelque chose de différent, parce qu'il va ressentir que vous êtes dans le respect de vous-même, et vous n'allez pas lui demander la permission, s'il te plaît, ce que je peux dire, vous lui direz ce que vous aurez à lui dire, ça peut être très chirurgical, mais l'autre va comprendre que là, on ne plaisante plus. Mais ça ne sera pas, ouais, alors si tu continues comme ça, tu sais, t'as intérêt à me respecter, parce qu'on rompt. Ou là, l'autre, il dit, ok, très bien. Maintenant, la colère de l'autre que vous recevez, là, il faut être très clair. C'est-à-dire, écoute, ça, t'arrêtes tout de suite. Et vous n'êtes pas un dépotoir à la colère des autres. Le respect de soi-même, c'est pas de commencer à dire, vas-y, hurle-moi dessus, etc. Je sens qu'il va y avoir un problème dans le ménage. Alors, c'était pour revenir sur la place des mots en psychanalyse. On théorise que le fait d'exprimer, de verbaliser l'émotion, ou alors du coup de l'imager, en fait, vient envelopper, une fois que l'émotion est vécue, l'émotion pour justement, en fait, qu'elle ne se répande plus. En tout cas, ça finit le travail de guérison. Alors, je sais que vous avez parlé, vous avez un petit peu déjà répondu à ma question, mais qu'en pensez-vous réellement? Est-ce que vous pensez que simplement le fait d'exprimer l'émotion, quand elle vient, suffit à guérir? Dans ma pratique, par exemple, je constate que la verbalisation permet de terminer ce travail réellement. Alors, moi, je ne pratique pas comme ça, mais ça ne veut pas dire que d'autres façons de pratiquer sont les bonnes. La chose la plus importante, c'est le vécu de l'émotion. Et pour moi, il n'y a pas... C'est pas parce qu'on en parle qu'on vit l'émotion. Ça, c'est important. Vous avez parlé, on vit l'émotion, après, éventuellement, on peut en parler. Pourquoi pas Alors, en même temps, j'ai rarement vu quelqu'un qui criait, parce que moi, quand je crie, je peux vous assurer que je ne vais pas y mettre des mots, ou en tout cas pas ceux que vous aimeriez entendre. Je ne vais pas être dans un échange avec vous, je vais faire ça pour moi. Après, éventuellement, je vais pouvoir en parler avec vous si vous voulez. Mais souvent, on n'a même pas besoin d'en parler parce que finalement, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de travail de pardon non plus. C'est simplement, voilà. Alors, pourquoi pas y mettre des mots après. Mais la chose importante, c'est on n'exprime pas une émotion par simplement le fait d'en parler. Oui, je suis content de l'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suffisent d'en parler, et puis c'est bon. On passe à autre chose. Vous parlez du trouble de stress post-traumatique. Quel est l'échec de tous les traitements actuels, notamment de TTC et compagnie? C'est qu'on essaie de remodeler le cerveau, alors que ça passe déjà pas par le cerveau, et ça ne marche pas. C'est un complément d'information. Le mot qui vient relier le quantum d'énergie, en fait, généré par l'émotion qui crée le déséquilibre. Et donc, voilà, ça vient simplement relier, vraiment, envelopper. Merci. Donc on a bien compris que vous avez créé une méthode OGE à l'envers de l'ego.
concrètement, vous êtes médecin, vous êtes médecin-thérapeute, je ne sais pas très bien, médecin généraliste tout simplement. Cafouilleux-thérapeute. Cafouilleux-thérapeute, voilà, pourquoi pas. Donc, concrètement, comment exercez-vous votre métier? Vous avez donné des exemples par rapport à une personne qui pourrait être violée, une personne qui aurait pu subir un attentat. Je pense notamment à une de mes amies qui était au Bataclan et suite à ce traumatisme, elle ne dormait plus. Et elle est allée voir un thérapeute qui lui a fait de l'EMDR et elle s'en est sortie comme ça. Alors vous nous avez dit ce que vous pensiez, par exemple, de la psychanalyse. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes comme l'EMDR, l'EFT ou autres méthodes et quelle est, vous, votre méthode? Est-ce que vous voyez en plusieurs séances la personne? Comment vous pratiquez concrètement? Alors, par rapport à l'EMDR, EFT, etc., si vous lisez mon dernier livre qui s'appelle Le bout du tunnel, vous aurez toutes les réponses par rapport à ça, où je parle de ça, et notamment de la façon dont j'ai pratiqué comme un simple médecin. Mes consultations sont simplement de 50 minutes, ce qui m'a valu d'être exclu des assurances sociales en Suisse parce qu'une consultation normale est de 10 ou 20 minutes et pas plus. Et voilà, c'est un échange entre la personne, ramenant toujours la personne à elle-même. Moi, n'ayant évidemment pas les réponses pour elle, j'ai un outil, mais j'ai évidemment pas les réponses de la cause, de pourquoi elle souffre, et de quoi elle souffre, et puis quand, etc. En fait, comme vous l'avez dit, vous êtes un accompagnateur, facilitateur. Voilà. Accompagne la personne à aller voir elle-même ce qu'elle sait, mais dont ce n'est pas conscient, parce que ça a été refoulé, je m'imagine. En connaissant le docteur, je pense que ça doit être plus ou moins comme ça. Si on ne lit pas les réponses dans votre livre, qu'est-ce que vous pensez de l'EMDR et de l'EFT? Lisez le livre, vous verrez, c'est beaucoup plus complet. Alors, peut-être une dernière question. Une dernière question. Oula, il y en a beaucoup. Alors, je pense à un enfant, quand un petit enfant, souvent, qui se met à crier, ou on va vite dire il fait un caprice, est-ce que finalement, il n'exprimerait pas sa colère? Et alors, le grand, on a tendance à dire fais pas un caprice, à le faire taire, à le punir. Donc, quelque part, il exprime sa colère. Tout à fait, un enfant qui fait, alors ça dépend encore ce qu'on appelle un caprice, mais disons qui exprime sa colère. Alors l'idée, c'est pas forcément de dire tu hurles n'importe où, n'importe quand. On peut aussi lui dire écoute, tu as le droit d'aller dans ta chambre, de taper sur un coussin ou je sais pas quoi, et puis une fois que tu as compris, que tu reviens, on en parlera. Et pas adopter tellement cette nouvelle un peu façon d'approche de la nouvelle génération de zéro. Moi j'ai des enfants de cet âge. Ils disent non, mais c'est très bien les émotions. Et alors, mon chéri, 3 ans, le chéri, dit à papa pourquoi tu es en colère. Alors là, évidemment, il faut qu'il ait 3 ans, il faut qu'il trouve avec ses mots d'enfant un truc qui convainc l'adulte du fait qu'il a raison d'être en colère. Déjà, ça, c'est compliqué déjà. Et deuxièmement, ça mène à quoi? Ça mène à on va gérer les émotions. J'en ai pas parlé. La gestion des émotions, comme si on gérait un compte en banque. Non, ça se vit une émotion. Ça se vit jusqu'au bout, etc. Mais ça ne se vit pas dans tout le monde. Et les tympans des parents ont le droit d'être protégés. Vous en faites pas, j'ai très mal élevé les miens. Hein. Je les ai punis, j'ai tout fait, tout ce qu'il ne fallait pas. Je me demandais, puisque dans votre définition, vous avez donné un début de conférence, le mental pour vous n'a strictement rien de positif, est-il possible de l'éteindre définitivement? Alors, bonne question. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Si je l'avais trouvée, je vous l'aurais passé, mais avec grand plaisir. Ah, il y a peut-être la balle dans la tête, et encore, on ne sait pas, mais disons en tout cas, c'est un peu radical en effet. Non, je crois que c'est un leurre de penser qu'on peut atteindre le mental dans la définition que je vais donner, 24 heures sur 24. Je vous dis, si vous y arrivez, je vous construis un mausolée. Je l'ai dit à tout le monde, donc je risque pas grand-chose. Alors on va prendre encore... Une dernière question. 2 questions. 2 questions.
Merci. J'avais une question par rapport à la construction de Lego. Vous avez dit que c'était pas quelque chose que les enfants avaient quand ils venaient au monde. Et du coup, moi, dans ma croyance, c'était lié justement à toutes les expériences qu'il allait pouvoir vivre, depuis l'intra-utérin jusqu'à après. Du coup, je voulais avoir votre explication par rapport à ça. Voilà. Alors, les croyances viennent du mental, hein, déjà numéro 1. Deuxièmement, moi j'ai écrit un livre sur la blessure d'abandon où il se trouve qu'en effet il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été désirés et ils se retrouvent, c'est une statistique, on fait dire aux statistiques si on veut, c'est que dans les enfants qui meurent dans le premier mois après la naissance, il y a 50% d'enfants qui n'étaient pas désirés par rapport aux enfants qui étaient désirés, de plus de morts. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas. Je pense aussi que ce qu'on appelle la jaunisse du nouveau-né, ce sont des enfants qui sont déjà en colère et qui ont déjà bloqué. Et donc qui ont déjà un peu construit leur mental. Par protection, pour survivre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. De même qu'on pose souvent la question en disant mais pourquoi des enfants qui naissent peuvent avoir une leucémie? Est-ce que ça ne tient pas la route? Alors, je n'ai pas les réponses absolues, hein, je ne viens pas avoir toutes les réponses, mais ce mental, il peut se construire très vite, comme protection, survie. Et le problème, c'est notamment tous les gens qui souffrent d'abandonnite, c'est que c'est une merveilleuse protection pendant un moment, puis au moment adolescence et vie adulte, ça devient de nouveau quelque chose qui va faire que les gens sont genre la peur d'être abandonnés, ou ils sont bourrés de colère et d'émotions. Dernière question. Bien, moi ce que je voulais dire simplement par rapport à ce que vous dites, quelle est la part des médicaments dans les thérapies? Alors pratiquement on pourrait presque s'en passer. Complètement. Totalement. C'est une réponse. Alors face à de nouveau, si vous, je vais juste compléter pour qu'on ne prenne pas pour un doudingue. Si vous avez une pneumonie bactérienne aiguë, oui, il faut prendre des médicaments, mais la question c'est de se poser qu'est-ce qu'il y a comme tristesse peut-être derrière, puisqu'on sait que poumons et tristesse sont quelque chose de relié, par exemple dans la médecine chinoise notamment, dire est-ce que votre corps, qu'est-ce qu'il essaie de venir vous dire? Donc dans la phase d'urgence, on traite, mais bien entendu qu'après, si on veut déjà éviter la récidive, la chronicité, ben c'est de comprendre qu'il y avait peut-être une tristesse non vécue en amont. Donc les médicaments étant des pompiers en fait. Voilà, les médicaments, évidemment. Et moi par exemple, j'ai jamais donné d'antidépresseurs, ni d'anxiolytiques, ni de somnifères. Qui sont tout de même, les 50% des gens sont là-dessus, en France, en Suisse et ailleurs. Mais les antibiotiques en urgence, oui. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer à poser vos questions